Qu'est-ce qui a été la prochaine étape? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire avec ça? Ben, cette bonne idée-là? Ben là, la première étape, ça a été mauvais. C'est que à cette époque-là, il y avait les verseurs hydrauliques, c'était un Zolaire, le meilleur verseur au monde. Ça coûtait 35 000 $ équiper le camion, puis tu pouvais plus ramasser d'autres choses. Ça, le marché ici, il ne voulait pas. Puis c'est normal aussi, là, on était en transition. Les villes ne voulaient pas obliger les gens à mettre des bacs. Fait que, il a fallu penser à d'autres verseurs. En même temps que ça, l'abri, à l'époque, a commencé à offrir des bacs per stop qui viennent de Suède. Moi, j'ai fait comme bien du monde avec mon père. On a acheté le moins cher. Dans ce temps-là, il y avait une taxe fédérale, d'ailleurs, là, mais en tout cas, aux piastres proches, on ne s'assinera pas. C'était à 115 $, le chauffeur nous vendait les bacs. Puis c'était à 105 $ que per stop, vendu par l'abri, nous vendait les bacs. Le problème, c'était les verseurs. L'abri avait un problème avec les verseurs, le chauffeur avait un problème avec les verseurs, tout le monde. Le verseur n'était pas adapté au marché parce qu'il était vierge, le marché, puis commençait. Quand tu parles de verseur, pour les gens qui Le connaissent pas ça, verseur hydraulique pour vider les bacs roulants. Les mini-containers, comme ils appellent ça en Europe. ouais. Donc, on prend pas ça à bras. Non. Ça prend quelque chose pour le mettre dans le camion. Oui, puis là, il y a des villes, ils disent, on va vider à la main. Ben, moi, je refusais de les en vendre. J'ai dit, moi, je vends ça pour améliorer la vie du monde, là, pas la rempirer, là. Moi, je suis au vidangeur, à l'utilisateur, puis au vidangeur. Oui, parce que c'est lourd quand même. Ben oui, ben c'est un 360 litres. Un 200 gallons, c'est 205 litres. Fait que c'était un 45 gallons et demi. Tu es fou, là, tu sais, arrête, là. Mais achète-en pas. C'était pour faire ça en sans dessin, achète-en pas des affaires. Fais-les comme il faut. Fait que là, c'est là que Serge a commencé à dire. Puis là, les verseurs qui existaient, nous autres, on avait fait. John Knapp, qui s'appelait le gars en Californie, il en avait fait un. Parce que le chauffeur investissait pour des verseurs pour aider des gens. Puis mon père, on avait acheté un de l'abri, 7500. L'autre coûtait 35, on était rendu à 7500 $, c'était pas pire. On avait acheté un, mais le verseur se tassait. Écoute, c'était impossible de marcher avec ça, là. Fait que là, Serge, lui, qui était un génie inventeur, qui avait... Serge, ton nom. Le frère à mon nom, il y avait un garage, lui, à cette époque-là. Il dit, colique, il dit, moi, on va en patenter une patente. Fait qu'il a commencé à la crémaillère, avec une crémaillère. Écoute, ça coûtait 3500 $, puis ça faisait un job. C'était extraordinaire. En même temps, Sanu-Gestion à Québec, M. Coulombe, lui, avait acheté une autre sorte de verseur vendu par l'abri encore, des ARE. Le bonhomme était venu ici, il fallait que l'abri change ses camions. Ça coûtait 10 000, puis ça ne marchait pas. Puis les bras de fer sont venus au monde là, parce que Sanu-Gestion a cru à notre famille, a eu confiance en Serge, à notre famille. Mon père est allé au début aussi, mais Serge était l'inventeur quand même. Puis il en a acheté 10. Là, le marché a commencé à avoir une certaine allure. Fait que c'est là que M. Watté, en 88, durant l'été, même si je venais d'acheter des per-stop, là, il m'a offert une job. Il dit, moi, j'avais jamais travaillé pour personne d'autre que mon père. J'avais 23 ans. Puis M. Watté, dans ma tête, c'est le meilleur vendeur au monde. J'ai eu la chance d'être avec seul. C'est extraordinaire, sa façon de penser, ses contacts qu'il avait, c'était extraordinaire. Puis pour nous autres, des Nord-Américains, ben, de voir un vendeur à succès, c'est rien qu'une grande gueule, puis c'était pas bon, il se compte bien que des menteries. Ben, moi, je peux dire, puis je peux confirmer, M. Watté, ce qu'il disait, c'était vrai. Même si c'était quasiment pas créable. Mais tu pouvais aller dans n'importe quelle grosse compagnie en Allemagne. En fait, M. Watté, mon rêve à moi, puis je l'ai réalisé pas mal, c'était d'être au Québec ce que lui était à travers le monde. Dirais-tu que c'est un peu ton mentor? Ah, c'est à 100%, à 100%. Moi, j'ai mon père, j'ai M. Watté, puis j'ai Claude Forgette dans ma vie qui m'ont aidé à être qui je suis au niveau business, si tu veux. Daniel, dans l'entreprise familiale, au moment où les bacs font leur apparition, comment se dessine ton rôle dans l'entreprise familiale? Est-ce qu'il change? On a continué à grossir l'entreprise, mais moi, ça m'a permis à ce moment-là de pouvoir faire d'autres activités. On n'est pas obligé de ramasser des vidanges pour être propriétaire d'une compagnie de vidange, là. Puis on a fait grossir ça. Mais parallèlement à ça, les verseurs sont arrivés aussi. Fait que moi, quand je vendais des bacs roulants, ben, je vendais des verseurs. Fait que ça marchait ensemble, là. Fait que ça a fait grossir aussi les bras de fer Gingras qui sont venus, une belle entreprise qui a été vendue à l'abri. Fait que ça a fait que ça a développé, ça a fait un boom au niveau des bacs roulants au Québec. Oui, ça a permis à IPL de commencer à vendre des bacs roulants. Dirais-tu que l'évolution des bacs roulants au Québec a passé justement par les verseurs? Dirais-tu que c'était ça le frein? C'était uniquement ça? C'était uniquement ça. Est-ce que le côté politique de la chose, de vendre ça aux politiciens, c'était aussi un frein? Ah, ça c'était l'autre frein, parce que si tu peux pas y vider, tu peux pas y vendre. Bon, une fois qu'on a réglé le problème du conteneur, qu'on a réglé le problème des vidés, ben là, il reste le problème politique qui est le plus grand problème à régler. Puis comment c'était à l'époque? Parce que là, toi, ce que je comprends, c'est que tu as décidé de travailler avec André Watté Oui. pour représenter
Schaeffer, ici Oui. au Québec? Oui. Ben, la première étape, c'est de faire un projet pilote. Ben, en fait, Ben, le projet pilote existait à Drummondville? oui, ça, c'était ça a été le seul projet pilote au Québec qui a été fait de cette façon-là. 6 000 familles ont participé au projet pilote pendant 6 mois. Il y avait une entente. Si 60% et plus des répondants répondent à une question, aimez-vous ça, oui ou non, les bacs roulants? Pas une question politique, là, puis pas 25 ans. Aimez-vous ça, oui ou non? Il y avait une entente que si 60% et plus des gens disaient oui, la Ville a uniformisé le système. À cette époque-là, c'était à peu près 12 000 familles, je pense. Non, c'était le quart. C'était 25 000 familles à peu près. Quelle a été la réponse? La réponse a été à 81% positive. Et sur le coupon de réponse, c'était écrit « Les non-répondants seront considérés comme positifs ». Si tu radditionnes à ça, tu tombes à 89% de réussite. C'est assez convaincant. Il n'y a pas un élu qui donne... Mais malgré tout ça, la Ville n'a pas décidé le lendemain matin d'en mettre. Là. Non, comment ça s'est passé? Ça, c'était avant moi. Je sais pas tout. Moi, j'ai commencé en 88 pour chauffeur. C'était avant moi. Mais il y a eu du tirailleur, puis du bretteur, puis du niaiseur. Donc ça, c'était notre référence. Il n'y a pas une autre ville qui a voulu le faire. Il n'y a pas une autre ville qui a accepté de dire « Je t'ai prête 6 mois gratis. Si ça marche, je t'es achètes. » Pourquoi? Politique. Politique. Il n'y avait pas. Hey, obliger le monde à prendre une poubelle, ça comme pas. Hey, tu peux pas faire ça. Comment tu qualifierais le marché des bacs roulants au Québec? Le marché est extraordinaire au niveau du potentiel d'achat. Il va se vendre beaucoup de bacs roulants au Québec, mais il n'est pas le fun à travailler. Est-ce qu'il est saturé? Non, il est loin d'être saturé, le marché du Québec. Là. Il est loin d'être saturé parce que si on se fie à ce que le gouvernement nous dit, en 2020, il n'y aura plus de matière compostable qui va s'enfouir. Et il y a très peu de villes au Québec qui ont des conteneurs ou qui ont un système pour ramasser la matière compostable. Puis, à mon avis, c'est le bac roulant qui est la meilleure chose avec les outils qu'on comprend aujourd'hui. Probablement que ça ne sera pas ça en 2020, mais on se fait à croire. Ben, les bacs de recyclage, là, c'est vrai, c'était des chauffeurs, c'est bon longtemps en tabarnouche, là. Mais un jour, ils vont être finis, les bacs, ou ils vont briser trop. Il va falloir prendre des décisions. Donc, il va y avoir, d'ici à 10 ans, le marché des bacs va être épouvantable parce qu'il va y avoir un changement là, de bac. À un moment donné, il va falloir le changer. On change notre char. Mais le bac va falloir le changer aussi. Là. Sauf qu'encore là, ben, les élus, ils vont être tirés à la sauce tant qu'ils sont capables. On est capable de fournir des bacs roulants pour 25 cents, des beaux bacs flambant neufs pour 25 cents par semaine. 25 cents par semaine par bac, tout compris. Puis le monde n'embarque même pas là-dedans. Fait qu'ils vont étirer la sauce des bacs roulants tant qu'ils sont capables. Ils vont tout briser. Les Européens, eux autres, ils ont fait des stratégies intéressantes qui viennent en soumission. Tu ramasses tous les bacs, tu les envoies au recyclage. Tu m'en mets des beaux flambants neufs qui briseront plus. Pourquoi tu t'es lancé dans le marché des contenants semi-enfouis? Ben parce que, comme je disais tantôt, mon père m'a toujours montré les nouvelles affaires. J'ai eu la chance d'aller souvent dans des expositions en Europe. Puis j'aime les belles choses, puis j'aime les choses différentes. Puis les contenants semi-enfouis, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai capoté. Où t'as vu ça? La première fois? La première fois dans une halte routière en France, en 2004. J'ai encore la photo, puis je m'en rappelle encore. Mais la première fois où j'ai sauté ma coche, là, puis j'ai peut-être été un peu vite, là, c'est en Italie, à Padoue. J'ai été à une exposition, j'étais avec M. Watté d'ailleurs. Puis là, j'ai même investi 50 000 $ pour acheter des conteneurs qui sont au Québec. Je les ai montrés au Québec, mais ils sont trop en avant du temps. On n'est pas rendu là encore. J'étais trop vite. Parce que c'est un conteneur qui est complètement enfoui. Puis c'est un conteneur qui va coûter beaucoup plus cher que les autres, mais que les semi-enfouis comme Moloch. Mais il y a des particularités. T'sais, chaque chose a sa place. On ne peut pas vendre un conteneur de 20 000 $ pour 2 utilisateurs dans le fond d'un rang. Mais dans le centre-ville de Montréal, j'aurais pas de misère si les gens... Ou dans la ville de Montréal. Parce que moi, comme la ville de Montréal, je verrais la collecte des déchets, du recyclage, du compostage, d'arrêter de faire du porte-à-porte dans bien des secteurs, puis d'y aller par conteneur enfoui. À chaque coin de rue, il y aurait 3 beaux conteneurs complètement enfouis avec une belle borne, puis on perdrait un stationnement. Puis j'ai réalisé cette année qu'on peut perdre des stationnements, parce que les Bixi, ils en font perdre des stationnements. Puis même mieux que ça, j'ai un copain qui m'a dit « Daniel, tu perdras même pas de stationnement, t'as rien qu'à regarder avec les pompiers ou les bêtes pour bloquer les bonnes fontaines. » Fait qu'on s'assurerait en plus que les bonnes fontaines, il n'y aura jamais de char de parc à côté, puis on pourrait positionner les trucs. C'est quoi les obstacles et puis les avantages de l'implantation des contenants semi-enfouis? L'esthétique. Le premier avantage, c'est au côté urbanisme. On ne pourra pas accepter des choses. La ville de Laval, c'est bon, c'est facile à vendre des conteneurs Moloch ou des conteneurs semi-enfouis, parce qu'au niveau urbanisme, écoute, la cabane qu'ils sont obligés de faire, elle coûte une beurrée. Fait qu'ils acceptent, tu fais une cabane ou tu mets des contenants semi-enfouis. Quand tu parles d'une cabane, tu parles d'une cabane pour cacher les containers. Dans les blocs appartements, exemple. Okay. Ça, c'est plus au niveau des condos, des choses comme ça.
Ville de Brossard, le quartier d'Estrade. Les gens vont payer 20 à 30 000 $ des fois faire une cabane. Il y a des cabanes à Laval que les propriétaires de condos sont obligés de faire, les gars qui vendent des condos, qui coûtent, d'après moi, 70 000 $ à faire. Fait que là, quand tu arrives avec un conteneur semi-enfoui, qui coûte beaucoup plus cher qu'un conteneur traditionnel, mais qui coûte bien moins cher de ce qu'il faut qu'ils fassent, ils sont acheteurs. Puis économique, on est capable. J'ai prouvé à des gens, j'arrête pas de prouver à des gens, je peux te mettre des conteneurs enfouis pour le même prix. Mais des gens, ils croient pas ça. Mais j'ai dit, on va s'asseoir. Daniel, comment tu vois la collecte sélective dans 10 ans? D'après moi, ça va être pareil. Puis dans plus long terme, de la part volontaire, moi, je crois beaucoup. Je crois beaucoup d'arrêter de faire du porte-à-porte. L'avantage qu'on a au Québec, puis le problème qu'il y a, c'est que ça coûte tellement pas cher faire ce qu'on fait. Pourquoi le changer? Si ça coûterait très cher, la collecte des matières recyclables, on accepterait comme individu de les emmener au coin de la rue, comme des villes font en Europe. Mais eux autres, c'est 400-500$ par maison, la taxe des déchets. Ici, c'est en bas de 200$. Lévis, c'est 135$ par année. Déchets, recyclage, compostage, bac fourni et tout et tout. Comment que moi je fais pour te faire sauver de l'argent? Je ne sais plus. Là, je ne sais plus.